Bonjour, je suis Éric Doga, je travaille comme néphrologue à l'hôpital Bichat, je suis professeur de néphrologie à l'université Paris Diderot et je présente aujourd'hui pour la filière F2R le traitement des glomérulopathies extramembraneuses du lupus, les classes 5 pures de la classification ISN-RPS. Alors justement, revenons sur la classification ISN-RPS, juste pour rappeler en fait ce qui définit cette classe 5 pure. C'est, comme on le sait tous, en microscopie optique et en microscopie d'immunofluorescence, en immunohistochimie, la présence de dépôts extramembraneux sur le versant donc externe de la membrane basale glomérulaire, qui sont des dépôts identifiés en immunofluorescence, ici à droite, comme des dépôts d'IgG et de C3. Alors il peut y avoir dans le cadre du lupus un peu d'autres dépôts, mais ce qui est important pour parler de classe 5 pure, c'est qu'il n'y ait pas d'atteinte ailleurs dans les glomérules et en particulier en dehors du mésangiome. On peut avoir, et ça consiste encore en des classes 5 pures, un peu de prolifération mésangiale comme on peut en apercevoir un petit peu ici, de l'hyperplasie mésangiale, mais en rien il faut qu'il y ait des dépôts endomembraneux ou une prolifération cellulaire endocapillaire ou extracapillaire. Si jamais c'était le cas, en fait, ce qui prend le dessus dans la classification histologique, c'est les classes 3A ou classe 4 actives qui, associées à des dépôts extramembraneux, deviennent des classes 3A ou AC plus 5 ou 4AC plus 5. Donc ici, que les choses soient bien claires, on ne parle que des glomérulopathies extramembraneuses pures, c'est-à-dire uniquement avec des dépôts extramembraneux. Très brièvement, pour introduire le sujet, il faut quand même avoir en tête que c'est une forme rare de la maladie rare. Ici, ce sont les données d'une cohorte de patients qui ont été recueillis entre 2006 et 2008 par le groupe coopératif sur le lupus rénal. Et ce qui est la caractéristique de cette cohorte, c'est que c'est des patients recueillis sur le territoire français en multicentrique, ces patients qui présentent pour la première fois l'atteinte rénale du lupus. Et vous avez ici la répartition des classes histologiques après les relectures centralisées des données, et vous voyez que les classes 5 pures ne représentent que 7% de l'ensemble des biopsies rénales, avec des critères de biopsie qui sont les critères usuels où les patients sont biopsiés dès lors qu'ils ont une protéinurie. Donc c'est une forme rare. Juste également, au titre de l'introduction du sujet, juste rappeler quand même que les données cliniques, quant à la présentation de la maladie, sont convergentes, quelles que soient les séries publiées. Ici, vous en avez quelques exemples, des exemples non exhaustifs. Vous voyez qu'il y a une prévalence non négligeable à la présentation du syndrome néphrotique, et d'ailleurs c'est essentiellement ça, la forme clinique. Ce sont des patients qui ont une protéinurie, le plus souvent abondante, jusqu'au syndrome néphrotique, et sans grande insuffisance rénale, puisque vous voyez ici que globalement la fonction rénale n'est pas altérée dans la présentation. Il y a un peu d'hypertension artérielle, mais pas fréquemment, et parfois un peu d'hématurie, mais pas grand-chose. Et on peut ajouter qu'il est rare, c'est pas exclu, mais que le complément soit consommé par la voie classique. Alors, avant de parler des traitements, je pense qu'il est nécessaire, pour bien situer le sujet, de parler des enjeux du traitement, avec des enjeux ici qui sont résumés. Une des questions essentielles, c'est de savoir si la glomérulopathie extramembraneuse est associée à une mortalité élevée, et de fait, si un des intérêts du traitement, c'est de réduire cette mortalité. Il faut également se poser la question de savoir si ces glomérulopathies extramembraneuses du lupus sont responsables d'un risque d'insuffisance rénale dans le futur des patients, et de fait, si le traitement est là pour réduire ce risque. Vous verrez qu'il y a un enjeu important pour les glomérulopathies extramembraneuses du lupus, les classes 5 pures, c'est le risque thrombotique. Et puis, comme on parle de glomérulopathie extramembraneuse, par extension à ce qu'on voit dans la forme idiopathique des glomérulopathies extramembraneuses, celles qu'on appelle aujourd'hui celles qui sont par exemple PLA2R dépendantes, où l'on sait historiquement qu'il y a une probabilité non négligeable de rémission spontanée. Il faut se poser la question de savoir si ça ne peut pas être le cas également pour ces classes 5 pures du lupus. Alors, en premier, le pronostic vital. Alors, on a des données qui sont des données historiques. Je les rappelle souvent, et on les doit au père fondateur de la classification histologique, qui est M. Pollack, donc père fondateur de la classification OMS,
et ça a été un des premiers à proposer une confrontation anatomoclinique. Et donc ça, ce sont des données qui ont été recueillies jusqu'à la fin des années 60, à une époque où les patients n'étaient pas très bien traités, et on voit ici, en fonction du type histologique et du temps qui passe, non pas la survie rénale, mais la survie globale, donc la réelle survie des patients, donc inversement la mortalité. Et si, je le rappelle ici à cette occasion, les classes les plus sévères, les glomérulonéphrite 3A ou 4A, ici sont les 4A mal traités avec des corticoïdes à faible dose uniquement, sont associés à une mortalité très élevée. Vous voyez ici plus de 90% à 2 ans. On voit avec ces données historiques que les glomérulopathies classe 5 pures, ce qu'on appelle aujourd'hui des classes 5 pures, sont celles qui sont associées à la moindre mortalité de toutes les formes histologiques de l'atteinte rénale, ou tout au moins parmi les moins sévères. Et on a des données convergentes qui sont plus récentes, elles sont asiatiques, recueillies par M. Mok en Chine à Hong Kong, enfin la Chine de Hong Kong. Ce sont des données de l'assurance maladie de Hong Kong où on voit en abscisse le risque relatif de mortalité dans une forme standardisée à l'âge et au sexe, avec un certain nombre de patients qui sont atteints d'un lupus comparé à la population générale des données de l'assurance maladie. Donc ici on a en abscisse le risque relatif de décès standardisé à l'âge et au sexe, et on a différentes catégories de patients lupiques. Le très pointillé, c'est le risque relatif de 1, c'est-à-dire qu'il n'est pas différent. Donc globalement on voit que d'emblée que toutes les populations atteintes de lupus systémique ont un risque relatif de mortalité qui est plus élevé que la population standard, mais on voit que globalement, les gens qui ont un lupus sans atteinte rénale ont une mortalité à 10 ans qui est à peu près 5 fois plus élevée que la population standard. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'emblée que les patients atteints d'une classe 5 pure, le sujet d'aujourd'hui, ont une mortalité à 10 ans dans cette population qui n'est pas différente. Donc finalement, la mortalité liée à la classe 5 pure n'est pas majeure, et en tout cas ne semble pas très différente de la population des patients lupiques sans atteinte rénale. Vous voyez ici qu'il y a quand même à droite une sous-population de patients atteints de lupus qui a un risque relatif de décès très élevé. Ce sont les patients lupiques avec insuffisance rénale terminale, end-stage renal disease, et clairement, et c'est probablement ce qui explique pour les pure membranous lupus nephritis ici, les quarts types sur la droite, on voit en effet que tout l'enjeu, c'est d'éviter à ces patients de devenir, au départ en étant atteints d'une classe 5 pure, de devenir des patients avec atteinte rénale sévère, autrement dit une insuffisance rénale terminale, puisque là, clairement, ils basculeraient dans cette sous-population avec un risque majeur. Donc, en tant que tel, il n'y a pas d'enjeu majeur de mortalité, sauf si les patients développent une insuffisance rénale terminale. Alors justement, ici vous avez des données quant au pronostic rénal, issues de cohortes rétrospectives pour la plupart, et bon, je ne veux pas passer les détails parce que c'est vain de détailler ici, mais globalement, on mesure le risque d'insuffisance rénale terminale à peu près 20% à 10 ans d'évolution, peut-être un peu moins. On a une série espagnole récente qui est rappelée ici, où il y avait, c'est la plus grande série jamais publiée, 150 patients avec une classe 5 pure du lupus, et on voit qu'après un suivi de 7 ans de mémoire, on a une mortalité de 6%, et surtout, pour ce qui est de l'insuffisance rénale terminale, on a seulement un risque de 5%. Donc finalement pas très différent de la population atteinte d'autres glomérulopathies que de lupus. Un autre enjeu du traitement, ce sont les thromboses. Ici, rappelé dans quelques études rétrospectives qui sont intéressées à ce sujet. Il est clair que les glomérulopathies extramembraneuses, le lupus, et parfois même associé le syndrome des antiphospholipides, ça confère un risque plus important de thrombose. Et ici, vous en avez l'incidence rapportée. Alors c'est compliqué puisque ça ne peut pas être des vérités, puisque c'est multifactoriel et on ne sait pas très bien dans toutes ces séries lesquels des patients ont un syndrome néphrotique, lesquels des patients ont un syndrome des antiphospholipides. Mais enfin, ce qui est clair, c'est qu'on peut estimer que le risque n'est pas négligeable, puisque vous voyez ici dans cette série française de Lucille Mercadal, publiée il y a 15 ans, qu'on avait tout de même plus de 20% des patients qui développaient un risque de thrombose. Donc le risque n'est pas négligeable, et ce qui est clair, c'est que ce risque de thrombose, comme le risque d'insuffisance rénale précédemment envisagé,
est proportionnelle à l'intensité, au débit de la protéinurie. Une dernière question pour mesurer les enjeux du traitement et de savoir quel patient on peut traiter, et finalement quel est le rapport bénéfice-risque à traiter les gens, c'est est-ce qu'il ne faut pas, au moins pour certains d'entre eux, voire tous, attendre un peu avant de les traiter pour ne pas leur faire prendre le risque des traitements, alors qu'il pourrait y avoir ce qu'on observe dans les GEM idiopathiques, c'est la rémission spontanée, qui est à peu près 25% des patients avec une GEM idiopathique. Est-ce que c'est la même chose pour le lupus? Là, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a assez peu de données. Il y a quelques données historiques, et les données qu'on a recueillies avec le groupe coopératif sur le lupus rénal, où l'on voit que ici, pour la GEM du lupus, la probabilité de rémission spontanée est assez faible, à peine plus de 10%, autrement dit 10% à 6 mois, et en tout cas probablement pas suffisant pour qu'on dise tous les patients doivent attendre au moins 6 mois avant d'être traités pour envisager une éventuelle rémission spontanée qui permettrait de faire l'économie des traitements pour ces patients. Donc si on résume, la question est claire, c'est qui traiter? Sûrement les patients avec un syndrome néphrotique, sûrement les patients qui ont développé une insuffisance rénale chronique en lien avec cette classe 5 pure, mais c'est toujours difficile de savoir si ces patients doivent leur insuffisance rénale chronique ou leur insuffisance rénale aiguë uniquement à une classe 5 pure. L'insuffisance rénale aiguë, c'est facile, on le voit sur l'histologie. L'insuffisance rénale chronique, c'est moins facile. Autrement dit, on a tendance à être un peu agressif chez les patients qui ont un risque rénal majeur qui est déjà défini par une insuffisance rénale chronique, mais à la condition que la protéinurie soit d'un débit certain. Une des questions qui n'est pas réglée, c'est de savoir quel est le seuil de protéinurie à partir duquel on traite les gens. Ce que disent les recommandations internationales, et en particulier la convergence EULAR-EDTA, c'est on traite dès 1 g par 24 heures ou 1 g par gramme de créatinurie. Je pense clairement que c'est totalement excessif, que certainement il faut traiter les gens néphrotiques, peut-être à partir de 2 g de protéinurie, 2 g par jour, ou l'équivalent en ratio protéinurie sur créatinurie 2 g par gramme, mais sûrement pas en dessous, patients pour lesquels le ratio bénéfice-risque n'est pas du tout favorable au traitement. Alors quels sont les objectifs des traitements? C'est de mettre, bon bien entendu, c'est d'effacer ces risques de mortalité finalement assez faibles, ou pratiquement nuls par rapport à la population lupique standard. C'est de réduire le risque d'évolution vers l'insuffisance rénale et le risque de thrombose. Or, ces trois risques sont liés à la protéinurie. Donc finalement, comme marqueur intermédiaire, comme surrogate marqueur, l'objectif, c'est la protéinurie qui doit diminuer, idéalement en dessous de 0,5 g par gramme de créatinurie. Et en fait, on est content et on peut déclarer globalement une rémission dite complète, sans évidemment que ce soit véritablement complet, mais dès lors qu'on a obtenu une protéinurie inférieure à 1 g par jour ou par gramme de créatinurie. Et bien sûr, il faut que, même si on n'obtient pas la rémission complète, il faut obtenir une rémission partielle, autrement dit que les patients soient au moins plus néphrotiques avec une fonction rénale stable. Alors maintenant, quel traitement? Et c'est là toute la difficulté. Je crois que le principe de base, on l'aura compris avec ce que j'ai dit auparavant. Il faut définir des traitements qui non seulement soient efficaces, mais ne fassent pas prendre plus de risques aux patients que les risques liés à leur maladie. Autrement dit que le rapport bénéfice sur risque soit favorable. Et on va voir que s'il y a des traitements dont on a démontré l'efficacité, le bénéfice réel n'est absolument pas clair. Et je veux parler par exemple de l'association cyclophosphamide plus corticoïdes à forte dose, où certes on a une certaine efficacité, on va le voir, mais où le risque est peut-être supérieur aux bénéfices observés. Alors commençons par les corticoïdes seuls. Les corticoïdes seuls, c'est des données historiques, plus souvent rétrospectives, ou quelques données prospectives. On a ici Donadio dans Médecine en 1977, le travail rétrospectif de Lucille Mercadal il y a 15 ans. Clairement, quand on compare le devenir des patients qui ont reçu des corticoïdes seuls par rapport à d'autres patients, pas de corticoïdes ou seulement des corticoïdes à faible dose, globalement il n'y a pas de différence de succès en termes de mise en rémission. Donc ce qui est certain, et finalement c'est la même chose que pour les autres glomérulopathies extramembraneuses fréquentes, c'est-à-dire les glomérulopathies extramembraneuses idiopathiques, comme de la même manière, la GEM du lupus ne doit pas être traité par corticoïdes seuls parce que ça ne fonctionne pas suffisamment. Alors bien sûr, il y a toujours quelques malades qui répondent, mais pas assez pour que ce soit suffisant.
Alors au-delà, comment voit-on les choses? Il y a une seule étude contrôlée pour les GEM classe 5 pure. C'est cette étude publiée il y a quelques années, maintenant en 2009, dans JASN par l'équipe de NIH. Vous voyez ici, on a Austin, Gabor Riley, James Ballow, qui ont conduit au NIH. Alors le NIH c'est un peu particulier parce que c'est un centre de recours avec des patients qui viennent souvent en deuxième voire troisième main et qui ne sont pas suivis très longtemps. Mais l'intérêt c'est de centraliser les patients pour les inclure dans des essais, et c'est ce qu'ils ont démontré pour des tas d'autres indications dans le lupus. Et là ils ont conduit un essai avec les classes 5 pures, qu'ils ont manifestement eu beaucoup de difficultés à conduire, compte tenu d'un faible nombre d'inclusions. Vous avez prévu donc 3 bras, donc avec des patients avec des classes 5 pures, protéinuriques, avec des débits de protéinurie qui sont indiqués ici entre 2,7 et 15 grammes par jour. Ces patients étaient randomisés pour 3 bras, et vous voyez qu'ils n'en ont inclus que 42. Néanmoins, vous allez voir, on a des données intéressantes. Un bras avec des corticoïdes seuls, à plutôt forte dose. Je vous laisse lire ici la posologie. 40 mg mètre carré tous les 2 jours pendant 8 semaines, puis une décroissance. Un autre bras où on faisait la même chose en termes de stéroïdes, mais on ajoute de la cyclosporine, dont on va mesurer les limites d'interprétation des résultats. Et puis la même chose encore, des stéroïdes à forte dose, plus de l'endoxan, du cyclophosphamide, injecté un peu comme le NIH court, mais dilaté sur 12 mois, c'est-à-dire qu'on fait 500 à 750 mg par mètre carré de surface corporelle, mais on fait ça tous les 2 mois et pendant 12 mois. C'est-à-dire que finalement c'est 6 injections, non pas mensuelles, mais tous les 2 mois. Et voici les résultats en termes de probabilité de rémission, donc de mise en rémission finalement. Et vous voyez qu'encore une fois on confirme que le plus mauvais des traitements c'est les corticoïdes seuls. On obtient peut-être quelque chose, mais enfin, c'est loin d'être satisfaisant, et qu'encore une fois il faut ajouter un immunosuppresseur ou de l'endoxan ou de la cyclosporine pour avoir un succès plus important en termes de mise en rémission. Avec globalement pas de différence entre cyclosporine et cyclophosphamide. Au passage, on dit qu'après ces 12 mois ici d'observation, il n'y a pas de dégradation majeure de la fonction rénale, puisque c'est un des enjeux avec l'utilisation de la cyclosporine, dont on connaît tous la néphrotoxicité. Mais le souci est là, sur ce suivi un peu plus long, 120 mois, où l'on voit clairement qu'après l'arrêt de la cyclosporine, il y a un taux de rechute élevé de 60% des patients qui rechutent, ce qui laisse entendre que un des effets, il y a une cyclosporino-dépendance entre guillemets, qu'on peut interpréter comme liée à l'effet antiprotéinurique direct de la cyclosporine, puisque vous savez que c'est en quelque sorte un super IEC, ça diminue la protéinurie, et de fait, quand on arrête la cyclosporine, on a une rechute de la protéinurie. Enfin, quoi qu'il en soit, quel que soit le mécanisme de la rechute, ou la maladie pas tout à fait assez contrôlée, ou l'effet rhéologique de la cyclosporine, on a un taux de rechute qui est très élevé, avec finalement des patients qu'on doit retraiter différemment, et qui sont globalement rattrapés par l'autre bras thérapeutique efficace dans cette étude, c'est stéroïdes plus endoxan. En tout cas, ce taux élevé de rechute n'est pas observé dans le bras endoxan plus corticoïde à forte dose, puisque vous voyez que certes il existe, mais il apparaît après 5 ans avec une probabilité de rechute qui est bien plus faible. Donc à l'issue de ça, on a la sensation que c'est bien de faire de l'endoxan, c'est mieux que de faire cyclosporine plus corticoïde, mais on voit ici, dans le bras des patients traités par endoxan plus corticoïde à forte dose, sans surprise, on observe plus d'effets indésirables, notamment en termes de risque infectieux. Et donc encore une fois, toute la question se pose, est-ce que finalement la mise en rémission nécessite ce prix à payer en termes de risque d'effets indésirables des traitements? Donc finalement, est-ce que le bénéfice-risque est à la faveur d'endoxan stéroïde? Pour finalement un risque d'insuffisance rénale de 10-20% à 10 ans, je le rappelle, et une mortalité qui n'est pas supérieure. S'il était mieux contrôlé, toléré, est-ce que le mycophénolate mofétyl plus des stéroïdes pourrait apporter une réponse satisfaisante à cette question, avec un traitement un peu mieux toléré, tout aussi efficace, voire plus efficace? Alors on n'a pas d'études dédiées là, c'est-à-dire que on a des études où il y a des sous-populations de patients, il y a une sous-population de patients qui étaient des patients atteints de classe 5 pure. Ces 2 essais cliniques
qui testait comme traitement de référence pour des glomérulonéphrite lupique, type prolifératif 3A ou 4A, ou 5 pur ici, ce qui nous intéresse, et qui testait pour ces patients un traitement standard qui est le standard of care qui est l'endoxan corticoïde du NIH-Co, et qui testait contre ce traitement de référence un nouveau traitement à l'époque, hein, c'est dans l'essai de Ginsler, dans New England, ou encore une fois de l'essai LMS, on teste Cellcept jusqu'à 3 grammes par jour en 2 prises, plus des corticoïdes à forte dose, et on regarde la réponse au bout de 6 mois. Alors, même si l'étude n'est pas dédiée aux classes 5 pures, l'étude permettait leur inclusion, et vous voyez que dans l'étude ALMS, par exemple, on a une soixantaine de patients, finalement plus que dans l'essai dédié d'Austin que j'ai montré précédemment, et qui ont été inclus dans cette étude, et on peut les regarder de façon spécifique. C'est ce qu'a fait d'ailleurs M. Radhakrishnan, donc Kidney International en 2010, en regroupant avec une étude précédente qui était l'étude d'Hélène Ginsler. Et globalement, ce qu'on observe, c'est qu'au bout de 6 mois, la probabilité de mise en rémission avec MMF plus stéroïde est similaire à ce qu'on observe avec endoxan plus stéroïde. Donc par extension, il est vrai que c'est presque médié le syllogisme, mais par extension, on peut conclure de ça que MMF plus stéroïde, ça fait pratiquement aussi bien, voire aussi bien, et on peut même dire aussi bien que le traitement de référence qui est le plus efficace, même dans l'essai précédent, endoxan plus stéroïde, avec l'idée que peut-être c'est grévé de moins de risques d'effets indésirables. Après, une des questions qui peut se poser, et dont le succès est connu dans la classe 5 pure, c'est l'intérêt d'ajouter aux stéroïdes de l'imurel, de l'azatioprine. Et pour ça, malheureusement, on n'a pas d'études contrôlées. On n'a que cette étude monocentrique, réalisée par MOC, donc Hong Kong, où tous les patients consécutifs sont traités de la même manière, donc de façon non contrôlée, par une association stéroïde plus azatioprine à 2 mg par kilo et par jour. Alors tous les patients consécutifs, c'est vous voyez une quarantaine de patients, ils sont traités pendant 1 an, puis on regarde ce qui se passe au bout d'1 an, et vous voyez quand même que même si l'étude n'est pas contrôlée, si on regarde ce seul bras de patients traités, eh bien on a une probabilité de rémission qui est non négligeable, puisque rémission complète plus partielle, on a 90% des patients qui répondent. Donc ce qui laisse entendre tout de même que Immurel plus corticoïde est une solution viable ou intéressante pour ces patients. Avec bien sûr des effets indésirables qu'on connaît. Alors une façon potentielle de limiter les effets indésirables, c'est le rituximab, non seulement parce que c'est un traitement intéressant, et aussi parce qu'il a peut-être un effet un peu plus dilué, et on y reviendra parce que il est potentiellement intéressant pour l'autre forme de glomérulopathie extramembraneuse, les idiopathiques, où il a été montré, ou il a été tenté de montrer qu'il y avait probablement un effet intéressant. Alors, on a des données qui sont issues de l'étude de Liz Lyston, du groupe de Liz Lyston à Londres, notamment dans ce qu'elle appelle le schéma rituximab. Rituximab, je vous rappelle, c'est un schéma où on fait très peu de corticoïdes, du rituximab et du Cellcept. Cette étude qu'on connaît tous, publiée en 2012, était la première expérience de rituximab, l'étude Princeps, où un certain nombre de patients consécutifs du centre avaient été traités par ce schéma que je vais rappeler après dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 44% des patients inclus, donc beaucoup finalement, 22 patients au total, qui avaient, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la classe 5 pure du lupus. Le schéma thérapeutique, c'est celui-là. On leur fait leur diagnostic, ils sont protéinuriques, on les traite, et on les traite de cette manière. Rituximab, 1 gramme, AJ1, et puis on répète 2 semaines plus tard. Et en même temps que l'on fait le rituximab, on fait 500 mg de solumédrol, donc AJ1 et 15 jours plus tard. C'est les seuls corticoïdes admis dans ce schéma thérapeutique. Et puis on associe à ça du Cellcept, du mycophénolate mofétyle, initialement à 500 mg 2 fois par jour, et puis on monte progressivement pour obtenir, ça c'est les Anglais qui font ça, je ne suis pas sûr que ce soit formidable, mais enfin en tout cas un résiduel dont les chiffres, dont les valeurs sont ici. Et bien entendu, pas de stéroïdes par voie orale. Donc c'est l'intérêt, c'est qu'on limite volontairement les effets indésirables des corticoïdes en les limitant en quantité.
Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le résultat, puisque ici on a le résultat au bout d'1 an, et puis même un peu plus loin, et vous voyez que finalement, pour les classes 5, c'est ici les résultats détaillés en fonction de la classe histologique de la maladie qu'on traite, de la glomérulonéphrite qu'on traite. Vous voyez qu'on a à peu près 50% de rémission à 1 an, et finalement autant que les autres classes. Et quand on compare par exemple aux autres essais cliniques historiques, enfin une comparaison à des cohortes historiques, notamment à LMS, on voit que globalement il n'y a pas de différence. Donc ce qui laisse entendre que le schéma Rituximab est un schéma intéressant pour les classes 5 pures. Alors bien entendu, c'est pas une étude contrôlée, il y a un effet centre peut-être, bon, etc. Mais néanmoins, c'est quelque chose d'intéressant pour tenter de limiter les effets indésirables. Alors pour aller un peu plus loin dans cette tentative de démonstration de l'intérêt du rituximab, nous ce qu'on a fait, c'est de répertorier les résultats obtenus avec une stratégie thérapeutique qui est encore plus légère, puisque c'est du rituximab entre guillemets en monothérapie. Pour la classe 5 pure du lupus, on ne propose, enfin pour les plus protéinuriques d'entre elles, on ne propose que l'adjonction du rituximab et rien d'autre. Alors évidemment, les patients pouvaient avoir parfois un peu de corticoïdes de fond, et tout ce qu'on a fait, nous, c'est d'ajouter simplement du rituximab avec des schémas thérapeutiques qui sont 1 g J1 J15 ou 375 mg par mètre carré, 4 fois, chaque fois espacé d'une semaine. Alors, bon, évidemment, c'est pas une étude contrôlée, évidemment, c'est une étude rétrospective, avec toujours un risque de biais de sélection, mais néanmoins, on avait inclus des patients traités comme ça, avec une protéinurie à 2 grammes par gramme au départ, et on a regardé ce que ça donnait. Ce qui définissait l'absence de stéroïdes, c'était un traitement de fond, avec moins de 20 mg par jour d'équivalent prednisone, avec une définition de la rémission qui est complète à moins de 0,5 g par gramme, donc une définition assez volontaire de la rémission, ou bien simplement la réduction de 50% quand les malades étaient au-delà de 3 grammes par gramme, et obtenir bien sûr moins de 3 grammes par gramme. Ça, c'est la rémission partielle. L'échec, c'est quand on n'a rien obtenu de tout ça au bout d'1 an, ou que les malades ont été switchés avant à un autre traitement, pour des raisons propres à l'investigateur. Et voilà les résultats. Globalement, on obtient 87% à 1 an, là, 87% de rémission partielle ou complète, donc finalement quelque chose de similaire à ce que obtient MOC pour corticoïdes plus Immurel, de similaire à ce qu'on obtient avec endoxan plus corticoïdes dans l'essai d'Austin, de similaire à ce qu'on obtient dans la LMS avec CEL7 plus corticoïdes. Quand on s'intéresse aux rémissions, aux rechutes à l'issue, donc les malades sont traités juste au départ en traitement d'attaque, et puis après on ne les retraite pas, ou exceptionnellement pour certains d'entre eux, mais vous voyez que finalement, certes il y a des rémissions, mais que c'est des rémissions qui apparaissent tardivement, et donc on voit que au moins dans la première année, on met les malades en rémission, et qu'ensuite il y a une rémission durable, parce qu'elle dure encore au moins 1 an pour un traitement qui est juste fait initialement au diagnostic. Donc on a clairement, avec le rituximab, en monothérapie, comme on le fait dans la GEM idiopathique, probablement quelque chose d'intéressant à proposer, et qui, à mon sens, et si ces résultats sont confirmés de manière prospective dans d'autres centres, etc., est le meilleur rapport bénéfice-risque qu'on puisse avoir dans cette situation des glomérulopathie extramembraneuse pure du lupus. Juste un mot avant de terminer sur l'hydroxychloroquine, le plaquenil. Il faut en donner. Il y a un certain nombre de données convergentes qui donnent toutes la même impression, c'est que la probabilité de rémission est plus élevée, et globalement il a même été montré un potentiel impact sur la survie, notamment dans une série espagnole récente. Alors c'était uniquement en univarié, ça mériterait d'être montré. En tout cas, on a cette étude un peu ancienne, publiée il y a plus de 10 ans dans Lupus, avec quelques patients traités, évalués rétrospectivement, traités initialement par du MMF pour une classe 5 pure. Et vous voyez que selon qu'ils recevaient ou non du plaquenil, on a une probabilité de rémission qui est quand même très très différente, avec on triple la probabilité de rémission dès qu'on ajoute du plaquenil au MMF plus corticoïde. D'ailleurs, ça pourrait poser la question de savoir si finalement la monothérapie par seul plaquenil pourrait ne pas être intéressante. Je réponds en partie à cette question en
en revenant sur cette étude-là qu'on a publiée, nous, dans Médecine cette année, il y avait la majorité des patients qui développaient leur classe 5 pure protéinurique, alors qu'ils recevaient déjà du plaquenil. Donc le plaquenil, c'est nécessaire, mais probablement insuffisant, et en général, il faut ajouter autre chose. Donc finalement, comment je traite? Vous avez vu, hein, c'est forcément je, et avec tout le subjectif que ça peut avoir, puisque il y a assez peu d'études contrôlées, assez peu d'études dédiées compte tenu de la rareté de la maladie. Mais ce qu'on peut résumer, c'est ce schéma ici. Dès lors qu'on a fait la démonstration histologique de la classe 5 pure du lupus, et que les malades sont très protéinuriques, au moins néphrotiques, alors après on peut toujours baisser le seuil de protéinurie. Moi j'ai tendance à le baisser à 2 grammes, mais je reconnais que c'est volontiers subjectif et que je ne suis pas certain du bénéfice à traiter les gens entre 2 et 3 grammes. Au-delà de 3 grammes, je pense qu'il faut le faire. Donc on les traite. Le traitement, ça doit être ce traitement entre guillemets ou non spécifique ou traitement de fond, donc du plaquenil, des antiprotéinuries, contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire et contrôler le risque thrombotique en prophylaxie primaire, comme pour tout syndrome néphrotique, si les patients ont moins de 20 grammes par litre d'albuminémie, puisque là on sait qu'il y a un tel risque de thrombose qu'il vaut mieux prendre le risque des anticoagulants en prophylaxie primaire. Ce qui n'est pas mentionné ici, c'est que bien entendu il faut vacciner ces gens contre le pneumocoque et assurer une certaine prophylaxie. Et ensuite, si on veut développer, on doit développer un traitement spécifique, peut-être le moins agressif, démontré par des essais contrôlés, c'est stéroïdes plus MMF, mais on sait tous ici que la tolérance n'est pas forcément complètement meilleure qu'endoxan plus stéroïdes, et qu'à mon sens, il faut essayer de trouver des traitements, valider des traitements un peu moins agressifs, et c'est probablement ce que peut proposer le rituximab seul. Et alors nous, on a fait cette étude, qui est la première qui démontre le bénéfice potentiel, mais je pense qu'il faut un peu plus d'expérience pour conclure définitivement, mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant en termes de lien bénéfice-risque. Après, rituximab, mais encore une fois, c'est pas quelque chose de bien assis. L'étude prospective est en cours, et même on peut s'interroger sur finalement le fait qu'elle arrivera au bout outre-Manche. Donc peut-être qu'on aura des données malgré tout, mais je ne sais pas si on aura réussi à démontrer que rituximab est bien, globalement dans les néphropathies lupiques et peut-être dans le sous-groupe classe 5 pure. Après, stéroïdes plus CNI, c'est de la cyclosporine. Oui, c'est antiprotéinurique, mais dès qu'on arrête, ça recommence, et donc finalement, ça revient à exposer les gens aux ennuis des anticalcineries, sans forcément les mettre en rémission définitive. Et puis, j'ai mis volontairement en dernière intention, parce qu'il me semble que le risque n'en vaut pas la chandelle, endoxan plus stéroïde, même si c'est finalement le traitement qui a montré la plus grande efficacité. Et puis, une fois qu'on aura réglé la mise en rémission des patients avec un quelconque de ces traitements, voire encore un traitement mieux toléré ultérieurement, une question qui n'est pas très claire, c'est est-ce qu'il faut, je ne suis pas certain d'ailleurs qu'il faille le faire, proposer des traitements d'entretien. Je ne suis pas certain qu'il faille le faire, puisque, comme on le voit dans les autres indications, le traitement d'entretien a pour objectif le maintien de la rémission des patients, en les laissant à des immunosuppresseurs au long cours, avec les risques de ces traitements immunosuppresseurs au long cours. Mais finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas traiter les patients au coup par coup, parce qu'on sait que là l'enjeu est probablement moindre que dans d'autres atteintes rénales du lupus, où là le risque de rechute est plus élevé. Ici, d'abord tous les malades ne rechutent pas, et finalement on peut se permettre d'attendre au fur et à mesure. Donc on n'est pas du tout à poser cette question, mais la question pourrait se poser. Moi aujourd'hui, je ne fais pas de traitement d'entretien, mais par contre, je pense qu'il faut en traiter certains d'entre eux en attaque. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, merci de votre patience, et vos questions seront les bienvenues par mail s'il le faut. Bonne journée, au revoir.